vraie raison pour ne pas inviter Netanyahou à Washington, ce n'est pas la réforme, c'est le fait que le président Biden ne veut pas voir notre Premier ministre dans la capitale américaine parler contre la politique actuelle des États-Unis, qui semble beaucoup plus intéressé dans un accord diplomatique avec l'Iran et non préparer une action militaire commune avec Israël contre le nucléaire iranien. Nous sommes en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert, chercheur au Centre international de lutte antiterroriste de l'université Reichmann à Herzliya. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais d'abord avoir une réaction à ce qui s'est passé hier matin le long de la frontière israélo-égyptienne. Cette infiltration d'un policier égyptien qui a réussi à tuer 2 soldats israéliens, une fusillade ensuite, apparemment des lacunes, des carences dans le fonctionnement de l'armée israélienne à ce moment-là, mais aussi on constate aussi, on va dire, quelques petites frictions, tensions entre Israël et l'Égypte. On a l'impression que les Israéliens marchent sur des œufs avec les Égyptiens. Expliquez-nous le contexte dans lequel cet incident intervient. Oui, malheureusement, c'est un incident très sérieux, très grave du point de vue israélien. La réussite d'un soldat terroriste égyptien de tuer 3 soldats israéliens. Il y a beaucoup de questions tactiques sur ce qui s'est passé là-bas et l'armée doit répondre à ces questions. Mais à mon avis, c'est un soldat probablement radicalisé djihadiste qui a décidé de faire cette attaque terroriste. La question très importante, c'est comment il a réussi à pénétrer dans le territoire israélien. Et aussi, comme je dis, les questions tactiques, comment il a réussi à tuer 2 soldats et ensuite à combattre les forces qui ont été envoyées sur place. Du point de vue officiel, la déclaration du militaire égyptien est un peu étrange parce qu'il parle d'une continuation d'une opération contre les contrebandiers et en réalité, il y a eu une opération de contrebande de narcotiques sur la frontière presque à la même heure. Et d'abord, je ne sais pas pourquoi le côté israélien ne donne plus de détails sur cette opération réussie contre les contrebandiers. Et donc, ils disent que c'est un soldat qui a continué son combat contre les contrebandiers. C'est clairement, c'est pas la vérité, mais c'est un narratif qu'ils veulent développer, je crois, pour des raisons surtout intérieures, parce que les moyens de communication, surtout sur l'Internet, sont beaucoup plus favorables à ce soldat qui est considéré comme un héros. Et aussi parce que dans le contexte régional, il y a des changements, une faiblesse de la position israélienne dans la région, avec ce qu'on a vu, les contacts et la reprise diplomatique entre l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Iran, et même des négociations entre l'Égypte et l'Iran maintenant pour qu'ils reviennent à des relations normales avec l'ouverture d'une ambassade iranienne en Égypte. On va voir comment ça va se passer, mais je crois que Israël, mais aussi l'Égypte, ont intérêt à, disons, résoudre cette question avec une enquête qui sera probablement assez approfondie parce qu'il y a suffisamment de coopération sur le niveau de l'intelligence entre deux militaires. Et donc, en fin de compte, on saura exactement ce qui s'est passé là-bas. Alors, à travers cet incident grave, on constate que l'étau iranien autour d'Israël se renforce, hein. Il se poursuit. Lorsque vous nous dites qu'il y a un réchauffement entre l'Égypte et l'Iran, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir une ambassade de l'Iran au Caire, et ça veut dire que cet étau touche aussi l'Égypte et que Israël se retrouve de facto encerclé par des menaces iraniennes. Bien sûr, Israël est dans une position de faiblesse stratégique à ce moment, parce que non seulement il y a l'ouverture d'ambassades entre l'Arabie saoudite, par exemple, et l'Iran, mais les derniers jours, il y a une alliance navale à laquelle participe aussi l'Iran, avec les Émirats unis et le Bahreïn, ce qui était impensable il y a quelques semaines.
Dans le cas de l'Égypte, par exemple, on sait dernièrement, par une recherche d'un chercheur israélien très connu, très professionnel, que les Iraniens ont été en grande partie derrière l'attentat réussi contre le président Sadat en 1981. Donc les Égyptiens savent très bien quel rôle néfaste à l'Iran, et ils ont continué d'ailleurs à utiliser surtout le Hamas et le Hezbollah en Égypte dans les années 90. Et pourtant, ça ne les empêche pas de se rapprocher de l'Iran. Oui. Et ensuite, il y a la question de relations entre Israël et les États-Unis. On voit que M. Netanyahu n'est pas invité à Washington. Et selon mon évaluation, mais je crois qu'on a aussi parlé dans les médias israéliens, que la vraie raison pour ne pas inviter Netanyahu à Washington, ce n'est pas la réforme, c'est le fait que le président Biden ne veut pas voir notre Premier ministre dans la capitale américaine parler contre la politique actuelle des États-Unis, qui semble beaucoup plus intéressée dans un accord diplomatique avec l'Iran et non préparer une action militaire commune avec Israël contre le nucléaire iranien. Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines aux États-Unis ? On est passé d'une option où on pensait que, quelque part, les Américains pourraient cautionner une attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens à une volonté de revenir sur l'accord de Vienne. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé chez les Américains ? Je crois que les Américains sont beaucoup plus intéressés maintenant de concentrer non seulement leur attention, mais leurs efforts militaires et diplomatiques dans la guerre de l'Ukraine. Ils ont des problèmes très importants avec la Chine qui menace toujours le Taïwan. Et donc le Moyen-Orient est surtout une nouvelle guerre contre l'Iran, donc une guerre américaine, troisième guerre américaine au Moyen-Orient n'est pas à l'ordre du jour à Washington. Je crois aussi que l'atmosphère générale qui existe en Israël aujourd'hui, la division interne, met en garde les dirigeants américains de ne pas coopérer trop étroitement avec un gouvernement qui est considéré non seulement aux États-Unis, mais surtout en Europe et surtout même au Moyen-Orient comme un gouvernement extrémiste. Et par exemple, le fait que la loi sur la fin de l'accord qui a été prise en 2004 plusieurs colonies, par exemple Homesh, et permettre la construction d'une yeshiva à Homesh, c'est un coup bas aux intérêts américains qui étaient les sponsors de cet accord. Donc, je crois que le président Biden et les dirigeants américains n'ont plus confiance dans le gouvernement de Netanyahu. C'est-à-dire ils ont plus confiance en l'Iran qu'en Netanyahou? Non, ils n'ont pas confiance en Iran, mais ils n'ont pas d'autre choix du point de vue interne américain. Donc, ils sont, comme je dis, ils se sont concentrés dans la guerre, on peut dire la guerre contre la Russie et le conflit avec la Chine, et tout ce qui se provoque, ce qui peut empêcher un succès sur ces deux fronts est négatif. Et la situation au Moyen-Orient, avec surtout la crise avec l'Arabie saoudite, qui n'est pas vraiment arrivée à un fin positif du point de vue américain, en dépit des visites de dirigeants, surtout de Blinken, je crois, en Arabie saoudite, et la tentative de donner, de promouvoir un accord saoudien-israélien qui, d'un côté, donnerait à Israël et au Premier ministre Netanyahu un prix de valeur sur le plan politique, mais en même temps, il demande que Israël et l'Arabie saoudite ne s'opposent plus au plan diplomatique vis-à-vis de l'Iran. Ce qui veut dire que concrètement aujourd'hui, alors que l'on annonce que l'Iran a obtenu une capacité, on va dire, en matière d'uranium enrichi pour produire au moins deux bombes atomiques, même s'il n'est pas capable de facto encore de les produire, ça veut dire que si Israël voulait envisager une opération militaire, il se retrouverait tout seul aujourd'hui dans la communauté internationale et cette opération serait dénoncée par l'ensemble de la communauté, à votre avis ? Justement, c'est ça la faiblesse d'Israël dans ce moment.
Et du point de vue de l'enrichissement du uranium, presque tout est terminé. On sait déjà que les Iraniens ont suffisamment d'uranium pour plusieurs bombes et dans quelques mois pour peut-être 12 bombes. Et il reste seulement le côté militaire. Et je crois qu'à mon avis, de toute façon, les Iraniens n'attendront pas une attaque israélienne. Ils provoqueront une guerre avec le Hezbollah dans le nord, donc tentant de neutraliser une attaque israélienne sur Téhéran. Mais nous sommes un peu loin de cela et il faut surtout, dans les cercles dirigeants d'Israël, de décider dans ce dilemme très, très difficile du point de vue stratégique, comment agir. Malheureusement, les questions internes ne sont pas encore résolues et au lieu de se concentrer justement sur cette menace qui est immédiate et peut-être même vitale pour l'existence d'Israël, on discute de toutes ces questions financières et comment donner de l'argent à cette partie de la coalition ou l'autre partie de la coalition. C'est un mouvement vraiment très complexe, très dangereux pour la position d'Israël et pour les intérêts d'Israël à plus long terme. Eh bien, docteur Eli Carmon, merci beaucoup de nous avoir expliqué cette situation extrêmement complexe et on va dire assez menaçante, on va dire, pour l'État d'Israël. Situation régionale avec une omniprésence de l'Iran, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, docteur Carmon. À bientôt. Merci à vous. Shavua Tov. Shavua Tov.